but de la négo, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'obtenir le maximum d'une situation et dans un jeu qui est entre guillemets un infinite game. Et en fait, nous, ce qu'on voit dans la négociation, c'est qu'on est tous égoïstes. C'est notre règle numéro 1 d'ailleurs. L'être humain est animé par une volonté de bénéfice pour lui. Mais si on veut le maximum d'une situation, on se doit d'être bienveillant. Pas par bienveillance, mais parce qu'on sait que c'est l'unique moyen d'obtenir le maximum. La première étape de la négociation, pour bien négocier, c'est de se préparer. Et on va se préparer sur 4 dimensions, qui sont problème, personne, processus et pensée. Je reste sur une petite phrase, mais qu'on répète à longueur de journée à nos enfants, qui ne demande rien, n'a rien. Et en négociation, c'est encore plus vrai. Si vous ne demandez pas, vous risquez pas d'obtenir. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julien Pellabert. Bonjour Julien. Salut Ismaël, comment vas-tu ? Ça va, super. Je te remercie d'être là. On va faire une émission vraiment passionnante sur un sujet que je souhaitais décortiquer depuis quelques temps, qui va intéresser un petit peu tout le monde, la négociation, l'art de la négociation, que ce soit rapporté au domaine des finances personnelles d'une part, mais je pense, et c'est pas toi qui me diras le contraire, que ça va toucher même indépendamment des domaines financiers, tous les pans de notre vie, la négociation. Alors pour te présenter en quelques secondes, et puis je te laisserai le plaisir de rentrer un peu plus dans le détail et dire ou confirmer, voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Tu es docteur docteur en négociation, docteur en négociation même complexe, on pourrait dire, fondateur de l'Institut de la négociation et de la recherche appliquée. Tu formes et tu assistes différentes entreprises, organisations. Tu as travaillé notamment avec, pour imager un petit peu, avec le GIGN, etc. Moi, je t'ai découvert à l'occasion du TEDx que tu as fait sur la négociation également. Tu es auteur, écrivain. Tu as sorti un livre, La négociation d'influence. On y reviendra, notamment sur l'influence. Pourquoi ce titre ? Voilà. En gros, tu es en France aujourd'hui un des référentiels de la négociation en tout genre. Très gentil. Oui, pour apporter quelques précisions, parce qu'il y a un ou deux faits qui n'étaient pas totalement ça. Oui, effectivement, moi j'ai un doctorat sur le thème de la négociation complexe, et suite à ce doctorat, enfin déjà j'avais travaillé 10 ans en cabinet de conseil, en société d'édition de logiciels, sur des fonctions commerciales et managériales, et j'ai fait mon doctorat vraiment pour découvrir avec une partie théorique les fondamentaux de ma discipline, et puis j'ai fondé l'Institut NERA, donc l'Institut de négociation de recherche appliquée. Donc oui, on accompagne, on forme, on assiste des entreprises, des organisations gouvernementales vraiment sur la conduite de ces négociations les plus sensibles et les plus complexes. Et sur le parterre qu'on accompagne, ça va effectivement beaucoup d'entreprises du CAC 40, sur des secteurs assez différents d'activité, avec des institutions publiques. Alors j'ai jamais accompagné ou formé le GIGN, donc voilà, c'est juste le petit point. Au contraire, je les ai rencontrés, mais j'ai jamais échangé avec eux ni partagé mon travail. Mais j'ai eu l'occasion effectivement de partager mon travail avec d'autres cellules de négociation, notamment au niveau de la police, ou de former les hauts potentiels de la gendarmerie. Donc voilà, haut potentiel de la gendarmerie, mais pas GI, qui est une entité vraiment à part entière, et qui travaillent très différemment. Ok, merci pour la petite nuance. Du coup, qu'est-ce qu'on étudie en faisant un doctorat en négociation ? Donc, tu as travaillé, tu l'expliquais, etc. Et après, tu as repris. Et aujourd'hui, tu enseignes même à la Sorbonne, à HEC, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on étudie dans la négociation pour aller aussi loin ? En fait, déjà, on comprend ce qu'est la négociation, parce que dans l'inconscient collectif, négocier, c'est acheter ou vendre. Et puis dans acheter ou vendre, c'est se mettre d'accord sur un prix.
qui peut plus s'apparenter d'ailleurs à du marchandage qu'à autre chose. C'est quoi négocier? Négocier, c'est un mode de décision partagé, en fait, où l'autre a la capacité de te dire non. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu es dans une interaction avec quelqu'un qui peut te dire non, tu es dans un processus de négociation. À partir du moment où tu es dans une requête de type Ismaël, est-ce que tu pourrais, Ismaël, j'aimerais que, Ismaël, qu'est-ce que tu penses d'eux, tu es dans un processus de négociation. Mmh. C'est-à-dire que on négocie tous et tous les jours. C'est un acte quotidien de négocier. Et donc, ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, c'est vraiment ce processus de décision conjointe et comment tu peux, et c'est notre proposition de valeur, comment tu peux obtenir de manière éthique ce que tu souhaites avec quelqu'un qui peut te dire non. Et oui. Donc, en ça, c'est passionnant parce qu'on se rend compte que quand tu négocies avec ton patron, avec un client, avec un collègue sur des délais, sur des projets, quand tu négocies avec ta conjointe, quand tu négocies avec un forcené sur une prise de décision, en fait, ça passe par les mêmes leviers au niveau du cerveau. C'est exactement la seule chose qui va être différente, c'est l'enjeu. Mais le mode de décision, le processus de décision est exactement le même. Et c'est ça qu'on a travaillé sur un protocole scientifique qui s'appelle CELIA, qui est un protocole en 5 étapes, Mmh. qui permet de maximiser ses chances d'obtenir le meilleur accord possible pour soi. D'accord, d'accord, très bien. Bah, écoute, on reviendra un petit peu plus en détail sur cette méthode Célia, mais là, tu es en train de me dire en quelque sorte que je négocie avec mes filles pour aller leur demander de se coucher le soir à telle heure et qu'elles reviennent pas 3 fois. Ah, j'ai envie de faire pipi. Ah non, machin. Ah, j'ai oublié mon doudou, etc., etc. Ou alors de négocier entre guillemets avec peut-être un forcené, un terroriste, quelqu'un qui est retranché chez lui. Le processus, le mécanisme, on va retrouver quand même des similitudes de fonctionnement, d'approche, etc. Ouais, alors j'ai pas parlé de tes filles, tu vois, j'ai parlé de ta conjointe. Les enfants, c'est encore un petit peu différent. Parce que tu vois, dans la négociation, ce que je disais, c'est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de dire non. On se rend compte, c'est-à-dire que tu dois avoir cette capacité à dire, écoute, Ismaël, je suis désolé, mais on n'aura pas d'accord. Et c'est pas très grave, je respecte ta position, je te respecte en tant qu'individu, mais sans toi libre de me faire ce retour négatif, on n'aura pas d'accord. Avec nos enfants, c'est plus compliqué parce que tu peux pas, tu vois, avec ta conjointe, tu peux dire, écoute, là, on a des visions de la vie qui sont différentes, on va se séparer, par exemple. Ça ne fait plus sens. C'est quelque chose que tu peux pas faire avec tes enfants. Et tu les aimes toujours autant. Donc, si tu veux, euh, eux ont un rapport de force dans cette interaction qui est quand même assez asymétrique, quoi. Il y a un déséquilibre de facto, bien sûr, oui. Ah bah oui, je veux dire, c'est très compliqué. Enfin, si l'autre ne veut pas, alors oui, tu vas avoir des méthodes d'éducation un peu à l'ancienne avec la fessée et tout ça, mais bon, quand l'autre te dit non, malgré la fessée de ton enfant, mais tu vas faire quoi? Tu peux pas faire grand-chose, quoi. C'est la réalité. Tu peux pas lui dire à ton enfant qui a 4 ans ou 6 ans, bon, ben, si c'est comme ça, on est en désaccord, donc je t'invite à prendre tes affaires et à sortir. Bien sûr. T'es obligé de composer. T'as pas ce degré. Donc est-ce qu'on parle de négociation avec les enfants? Tu vois, c'est le seul sujet où aujourd'hui je sais pas dire. T'es obligé de les intégrer dans cette équation de la décision, mais c'est une négociation, si tu veux, où t'as pas le droit de perdre, où t'as pas le droit même de pas avoir d'accord, sinon c'est très compliqué. Et ouais, bien sûr, ouais. Donc l'enjeu, à la limite, il est peut-être encore même plus élevé parce que, comme tu le dis, tu as une obligation de résultat en quelque sorte Ouais. qui t'amène à voilà être obligé de trouver une solution, quoi. Ouais, et puis avec tes enfants, si tu veux, même physiologiquement, les enfants, on sécrète de l'ocytocine, enfin, surtout la maman quand elle accouche ou quand elle allaite, mais après le parent, le père, dans la durée, l'ocytocine, c'est l'hormone de la confiance. C'est ce qui te permet de pas abandonner ton enfant quand il a 2 semaines parce qu'il fait du bruit. Parce qu'il faut pas oublier que chez les mammifères, le bébé de l'être humain, c'est l'espèce rapport poids-puissance la moins bonne. Donc c'est-à-dire que il sait pas manger, il sait pas respirer, enfin, tu lui bouches le nez, il s'étouffe. Hein. Il sait pas faire grand-chose, il sait pas courir, il sait pas marcher. Alors que les animaux savent le faire. Et donc en fait, comment est-ce qu'on a pallié à ça? D'une certaine manière, c'est qu'on a de l'ocytocine qui permet c'est cette création du lien qu'on a avec nos enfants et qui nous permet de les accompagner pendant toute la période d'enfance, d'adolescence, où on investit jusqu'à ce qu'ils soient en autonomie. Et cette ocytocine, donc c'est vraiment son but. Mais
C'est ça qui fait aussi que on n'a pas d'empathie pour nos enfants, mais on est sur un processus de sympathie. C'est-à-dire qu'on vit les choses de façon exacerbée. On n'a pas de lucidité sur cette relation. Si ton fils ou ta fille se fait mal, tu vas ressentir cette douleur au plus profond de toi. Si elle passe sur le bloc opératoire, tu vas être dans un état, tu seras pas sur de l'empathie qui est qu'une compréhension intellectuelle. Donc c'est pour ça en plus que cette négociation avec ses enfants, elle est compliquée parce qu'on n'a pas de lucidité sur notre relation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, on va pas être forcément des plus objectifs, on va être Oui, biaisé, d'autant plus, voilà, les biais cognitifs vont être peut-être démultipliés en quelque sorte. En tout cas, on va être pris émotionnellement et on va avoir exactement. des filtres et Un exemple très simple. Je sais que dans ton ancienne vie, tu as été sapeur-pompier. Je suis sûr que sur une intervention, tu aurais pu faire un acte de secours sur un enfant de 6 ans de façon impeccable. Est-ce que tu serais capable, dans la même situation, parce que tu sais que c'est ta fille au même âge, d'être aussi pertinent dans ton action? Pas forcément. hmm. Il y a beaucoup de médecins autour de moi qui m'ont dit, bah, tu vois, un acte tout simple, bah, j'ai demandé que ce soit un confrère qui le fasse sur mon fils ou ma fille. Parce que j'étais incapable d'être pertinent. Parce qu'en fait, tu n'as pas cette lucidité. On le voyait, Voilà. notamment même des médecins, etc., même des personnels féminins qui étaient plus Ouais. affectés pour souvent des interventions sur les enfants. Après, sans rentrer dans tous les détails, mais Oui, voilà. parce que tu peux avoir du transfert. En effet. Alors, pour revenir, donc on a fait le tour, en tout cas par rapport déjà une belle base par rapport à ses enfants. Donc on peut dire que c'est une certaine forme de négociation, mais qui va être différente. Mais pour tout le reste de la vie, euh, que je négocie donc là pour le coup avec mon conjointe sur le repas que je souhaite manger du soir, plutôt du poisson, plutôt de la viande, plutôt que des légumes, ou alors que je veuille négocier avec mon grand patron un nouveau salaire ou un nouveau poste. Là, pour le coup, on peut se retrouver dans ce schéma que tu as défini, là, ce modèle Célia, en quelque sorte. Tout à fait. Euh, et avant de le développer, tu parles donc de négociation d'influence. La négociation, en tout cas d'un point de vue vraiment purement personnel, je la vois euh, comme un outil peut-être qui permet d'arriver sur des accords gagnant-gagnant. J'aime beaucoup cette idée de trouver un accord gagnant-gagnant dans les finances, dans les investissements, lors d'une transaction immobilière. Sur un acte de vente ou d'achat, j'aime bien quand l'autre partie en face de moi est également content. Moi, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire une belle affaire, mais j'ai envie que la personne en face soit heureuse d'avoir fait l'affaire avec moi et que tout le monde y trouve son compte. Dans négociation d'influence, est-ce que c'est pas influencer l'autre pour le dominer en quelque sorte? C'est vraiment intéressant. Déjà, je reprends sur ce que tu as dit. Dans notre travail, on va essayer de s'inscrire dans tout, sauf dans le gagnant-gagnant. Tu vois, c'est paradoxal, hein. C'est-à-dire que Ouais. on va fuir le gagnant-gagnant, même. Pourquoi? Bah, pour une raison simple. C'est que quand tu gagnes, déjà, inconsciemment, enfin, on gagne dans un jeu. Mhm. Et dans un jeu, il y a un gagnant, il y a un perdant. Ça n'existe pas des jeux où tout le monde est gagnant. Donc c'est séduisant intellectuellement, mais bon. La première chose, c'est qu'on est dans un jeu. Dans un jeu, il y a une date de début, il y a une date de fin, comme dans tous les jeux. Et puis il y a des règles qui sont partagées. Mhm. Moi, dans mon quotidien, j'ai pas de règles. C'est-à-dire que les gens vont essayer d'obtenir le maximum d'une situation. Mhm. Et s'ils peuvent être un peu border, ils le font. Donc déjà, c'est compliqué. Si je pense gagnant, c'est que j'ai besoin que l'autre perde. Or, moi, mon but, c'est pas que l'autre perde, c'est juste d'obtenir le maximum d'une situation. Et puis, si lui, il peut y obtenir aussi, à la bonne heure. Et puis, le dernier problème qu'on a sur cette notion de gagnant-gagnant, c'est qu'il y a une date de fin. Et on se dit, bah voilà, là, on a un coup à faire, on a une vente à faire, et je veux gagner à l'instant T. Et donc, si je veux gagner, je vais peut-être m'autoriser à avoir une asymétrie d'information, à avoir des comportements pour gagner à l'instant T. Or, le but de la négo, c'est pas de gagner. Le but, c'est d'obtenir le maximum d'une situation, et dans un jeu qui est entre guillemets un infinite game. Moi, ça m'est arrivé sur certaines négos de les perdre, notamment sur aujourd'hui ce qui est devenu mon premier client. Il y a 3-4 ans, ils nous ont sollicité sur un appel d'offres Mhm. sur lequel on a répondu, on a fait un pilote, on a co-construit avec eux, ça a duré 9 mois et au final on a perdu. Ils ont choisi quelqu'un d'autre parce qu'ils ont rendu l'appel d'offres caduc, ils ont refait un appel d'offres de cadrage, bon, enfin un processus assez long. Tout ça pour dire qu'au 9-10 mois après, on a perdu. 10 mois après, on a perdu. Mais au moment de se séparer, on leur dit, écoutez, ce que vous nous demandez aujourd'hui, on va pas y répondre parce que ça correspond pas à notre vision. Donc nous, on a investi énormément de temps, d'énergie, on n'a rien obtenu, et eux, ils ont utilisé une partie de notre savoir, de nos connaissances pour affiner leurs besoins. Ils ont gagné, on a perdu.
Sauf qu'en se séparant, on leur dit, écoutez, maintenant, si demain votre vision des choses, elle doit évoluer, si vous voulez un regard extérieur sur ce sujet qu'est la négociation, faites appel à nous, ça sera avec très très grand plaisir. On garde un bon souvenir de nos échanges. 1 an après, ils ont fait appel à nous sur un parcours très spécifique. On est sur une boîte du CAC 40 qui, dans ses process, est obligée de mettre en compétition pour des questions réglementaires. On a gagné ce besoin 1 an après sans être mis en concurrence, ce qui arrive quasiment jamais. 1 an après, ils nous ont sollicité sur une autre branche chez eux où on a gagné sans être mis en concurrence. Et cette année, ils nous ont sollicité encore sur un parcours un peu plus large sans être mis en concurrence. Donc si tu veux, tu as le droit de perdre des batailles si tu gagnes une guerre derrière. Tu es dans un infinite game. Le but, c'est pas de gagner ou de perdre. Le but, c'est d'être aligné avec tes valeurs. Et voilà. Et c'est pour ça que le gagnant-gagnant, il est séduisant intellectuellement. Mais je suis pas responsable aussi que tu gagnes ou perdes. Moi, mon but dans la négociation avec toi, Ismaël, c'est que tu obtiennes une partie de ce que tu veux ou ce que tu veux, mais j'en suis pas responsable. Et combien de fois tu pourras avoir de personnes qui vont te dire « Attends, Ismaël, s'il vous plaît, faites un effort. Faut qu'on soit gagnant-gagnant. » Bon, l'appel d'une certaine manière à l'éthique comme ça veut dire que la personne en face de toi, elle est déjà extrêmement gagnante et qu'elle veut gagner encore plus sur ton dos. Toi, je suis pas responsable de ça. Moi, je suis responsable de moi. Si je reprends l'exemple un peu plus concret de tout à l'heure avec la conjointe sur tiens le repas du soir, j'ai envie de manger du poisson et moi j'ai envie de manger que des légumes, sans viande, sans poisson, vegan on va dire. Si on fait un repas, on trouve je dis une bêtise, mais un accord, ce midi c'est poisson et ce soir c'est légumes. Est-ce que c'est pas un accord gagnant-gagnant où tout le monde y trouve son compte en quelque sorte? Tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle voulait pas manger de viande? Si c'est idéologique, si c'est dogmatique, elle a pas du tout gagné. Enfin, tu fais une sorte de compromis, c'est un accord mou, ça. C'est pourquoi tu veux pas manger de viande? Je fais une allergie à ça. Très bien. Et on va faire autre chose. Est-ce que manger de la viande ou du poisson, c'est gagner? Non. Enfin, pourquoi ça serait gagner? C'est obtenir ce que tu veux. Il n'y a pas de gagner ou il n'y a pas de perdre. Le but, en fait, dans la négociation, c'est derrière ce qui va nous être demandé par nos interlocuteurs, c'est-à-dire l'attente qui est exprimée, c'est de comprendre son besoin, c'est de comprendre son champ des possibles, c'est de comprendre ce qui le motive à demander ça. Et le sujet de la négociation, c'est d'aider l'autre à obtenir le pourquoi il souhaite les choses sans lui donner ce qu'il veut, forcément. Si ma conjointe me dit, écoute, moi, je veux pas manger de viande, pourquoi? Parce que je fais une allergie à ça, mangeons du poisson. Ou parce que j'ai décidé, je sais pas, de faire un régime et je veux pas manger trop calorique ce midi, très bien. Faisons quelque chose de bio. Ou est-ce qu'on peut faire peut-être une viande maigre dans ce cas-là? On mange de la viande et c'est pas grave. Oui, la réponse va être en fonction non pas de la demande qui est formulée, mais un peu le pourquoi et d'aller un petit peu plus loin. Exactement. C'est ça qui est important parce que si l'autre m'exprime cette demande, c'est qu'elle attend quelque chose. Et en fait, nous, ce qu'on voit dans la négociation, c'est qu'on est tous égoïstes. C'est notre règle numéro 1 d'ailleurs. L'être humain est animé par une volonté de bénéfice pour lui. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu attends forcément quelque chose en retour. Forcément. Et ça, c'est génial, parce que si je négocie avec quelqu'un, ça veut dire que je sais qu'il attend quelque chose. Il n'y a pas d'incertitude là-dessus, il n'y a pas de complexité. Autrement dit, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de don gratuit. On ne fait pas les choses gratuitement. Les gens disent non, mais ça, c'est pas vrai. Attends, moi, quand je donne de l'argent à une association, j'attends rien en retour. Si. T'attends que ton niveau de satisfaction, on appelle d'utilité en économie, augmente. T'as l'impression d'avoir fait un truc qui va contribuer à une vie plus sympa. Oui, non, mais moi j'ai été pompier, je fais ça pour les autres, c'est pas pour le salaire. Ouais, ok. Et est-ce que tu te verrais travailler dans un bureau? Non, parce que moi je prends du plaisir dans mon quotidien. Voilà, c'est ça que t'attends. C'est cette adrénaline, c'est aussi cette reconnaissance ou cette considération sociale, ou c'est cette notion d'accomplissement, de dire je contribue à un monde meilleur. En fait, on fait forcément des choses qui font écho dans notre référentiel. Mais comme la maman qui donne beaucoup pour ses enfants en disant mais moi j'attends rien en retour. Essaye avec ce type de maman de pas les remercier, donc qu'il n'y ait pas la considération derrière de mais tu dis pas merci. Si t'attends rien, pourquoi je te dirais merci? Il est là le truc. Exactement. Donc on a tous des actions en parallèle, en miroir un petit peu par rapport à qui on est, par rapport à ce que l'on souhaite derrière. Quand on est dans une négociation ou dans une interaction à l'autre, on attend forcément quelque chose de l'autre. Et ça, c'est génial parce qu'il n'y a pas d'incertitude. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire dans mon processus de négociation, si je suis en capacité
d'apporter à l'autre une partie de ce qu'il veut ou tout ce qu'il veut, eh ben, ça va me donner du pouvoir dans ma négociation. D'accord. Alors, comment on mène une négociation pour rentrer sur ce modèle Célia et peut-être le rapporter, bon, après, comme tu veux, si tu peux l'imaginer encore une fois avec les exemples du quotidien qui parlent bien à tout le monde, à moi-même en premier. Bien sûr. Ou alors avec des exemples tu parlais d'achat, de vente. On parle de négociation pour la vente d'une maison. J'ai plusieurs visites, j'ai des offres d'achat. On négocie le prix, la vente, ça se limite pas à ça. On l'a bien compris. Mais comment faire pour bien négocier et que ce soit intéressant, en l'occurrence en premier lieu pour soi-même. Alors, mais avec éthique. Tu l'as évoqué quand même avec éthique. Ouais, avec éthique, mais comment bien négocier? Je veux rebondir là-dessus, Ismaël, si tu m'autorises avant d'aller plus loin sur le process. On a vu que c'est quoi bien négocier? C'est d'obtenir le maximum d'une situation. Ça, c'est le premier axe. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un process, tu essayes d'obtenir plus après qu'avant. Sinon, tu négocies pas. Et là, il n'y a pas d'incertitude parce qu'on sait que l'autre cherche à obtenir quelque chose. OK? Ouais. La deuxième dimension qui est extrêmement importante et que les gens oublient régulièrement, c'est qu'il faut que la qualité de la relation soit bonne. D'accord? Il était important à la fin de la négociation que notre relation soit au moins aussi bonne après qu'avant. Bien sûr. T'as pas l'impression qu'on t'ait forcé la main et tout ça. C'est un peu l'idée de ce que je voulais exprimer tout à l'heure sur le modèle un peu gagnant-gagnant. L'idée, c'est quand je parlais de négocier, c'est de trouver un accord et de pas finir, entre guillemets, à tordre le cou de la personne qui est en face de moi et qui reparte également satisfait et je serai satisfait également. En fait. D'une certaine manière, tordre le cou, je sais pas, mais tu peux avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que tu peux avoir des actions très dures, très violentes, mais qui sont englobées sous de la douceur. Parce que t'as le droit de faire preuve d'assertivité, de faire valoir tes droits, de ne pas être faible, d'être très exigeant à partir du moment où tu mets les formes sur cette qualité de la relation. Parce qu'on cherche tous à être respectés d'une certaine manière. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de travailler cette qualité de la relation. Pourquoi je te dis ça? Deux choses, je résume parce que ça va parler aux gens. Je cherche à obtenir plus et je cherche à avoir une bonne qualité de la relation. Si je rentre dans ce processus de négociation, quand je achète un bien immobilier, et que je commence à dire, écoute Ismaël, j'ai vu ton bien, c'est quand même... il est vilain. Qu'est-ce qu'il est moche. Et il y a tout à faire. Situation A. Ou que je négocie avec toi... je sais pas, un projet, un accompagnement, que sais-je, et je te dis, Ismaël, tu sais, au-delà du fait que ça soit désagréable de négocier ensemble ou d'enregistrer ce podcast, je trouve que tu es en plus assez incompétent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que dans le cerveau de l'autre, il ne va plus chercher à obtenir plus. C'est-à-dire le seul point où vous étiez sûr, il n'y avait pas d'incertitude, c'est qu'il cherchait à obtenir plus, là c'est fini. L'autre va chercher à se donner raison. Et pour se donner raison, on peut avoir des comportements irrationnels en négociation. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier une partie de son accord à partir du moment où ça vous nuit davantage à vous. Et là, c'est compliqué parce qu'on apporte de l'irrationalité encore plus dans la négociation. Et c'est pour ça que c'est pas par naïveté, c'est pas par bienveillance, mais si on veut le maximum d'une situation, on se doit d'être bienveillant. Pas par bienveillance, mais parce qu'on sait que c'est l'unique moyen d'obtenir le maximum. Au même titre, Ismaël, quelle est la seule personne qui peut me donner ce que je veux si je négocie avec toi? C'est toi. Tout à fait. Ouais. Maintenant, est-ce que tu vas me donner plus facilement si je te traite avec respect, même si je suis ferme, si j'ai de la bienveillance, si je t'écoute, ou si je te menace, je te fais la stratégie du good cop, bad cop, je te dis, écoutez, cette maison, il y a tout à revoir, en plus la décoration est dégueulasse, et en plus il faut tout refaire dans le jardin. Est-ce que tu risques de me donner davantage dans la situation 1 ou dans la situation 2? Ouais, bien sûr, avec la bienveillance. Donc, créer le lien, créer cette relation de confiance, cette atmosphère respectueuse, bien sûr. Exactement. Je dis pas que si je te maltraite, que si je suis hautain et condescendant, je n'obtiendrai pas d'accord dans la négociation. Mais je n'obtiendrai pas le meilleur accord possible. Et si tu veux, moi, les gens que j'accompagne, je les accompagne pas pour avoir des accords, ils peuvent le faire très bien. Je les accompagne pour avoir la meilleure solution à la situation, pour avoir la meilleure opportunité dans la situation. Et pour ça, c'est pas par naïveté, c'est pas par bienveillance, mais je me dois absolument
de comprendre que l'être humain est animé par cette volonté de bénéfice. Donc, s'il rentre dans le processus, il attend quelque chose, et si je suis en capacité de lui donner, ça va m'ouvrir un grand champ des possibles. Et deuxième chose, la seule personne qui doit être à l'aise, c'est l'autre. Et donc, je dois traiter avec respect et bienveillance l'autre, pas parce que c'est éthique ou que c'est dans l'air du temps, mais parce que c'est l'unique moyen d'obtenir le maximum de la situation pour moi. C'est-à-dire par égoïsme, je dois être bienveillant. Tu vois l'idée ? Très très clair. En un, de ne pas se raconter d'histoire, on cherche tous à avoir quelque chose par bénéfice. Donc s'il y a une négociation, c'est que l'autre en face a besoin de quelque chose. Et en deux, pour obtenir le meilleur, en tout cas pour soi-même, il faut mettre la personne dans les meilleures conditions, en quelque sorte. C'est ça. Et donc on va s'interdire toute manœuvre distributive, good cop, bad cop, pression, ultimatum, et ça, parce que ça permettrait d'obtenir ce que je veux, mais pas le meilleur, pas le maximum. Et dans combien de ventes, tu parlais de biens immobiliers, tu vas avoir, donc pour des particuliers, tu vas avoir des gens qui vont dire j'ai 3 dossiers, 3 propositions, 3 propositions au prix, 3 dossiers différents, et puis j'ai peut-être une quatrième qui est moins chère. Mais oh là là, c'était un couple, ils étaient super agréables, et puis en plus, ils sont tous mignons ensemble, et j'ai envie de leur vendre parce que j'ai l'impression d'être à leur place quand j'avais acheté. C'est irrationnel, parce que je vais prendre peut-être un dossier un peu plus border ou moins carré et ça, mais parce que c'est émotionnel, parce que j'ai envie de faire plaisir, parce que je me suis reconnu avec des gens qui m'ont respecté, qui ont fait preuve de bienveillance et sur lesquels j'ai pu m'identifier. Alors peut-être que la personne qui me fait la proposition au prix, en fait, il est hors des questions que je lui vende parce que j'ai trouvé hautaine et puis je me dis ce bien jamais de la vie pour eux. Tu vois le sujet? Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a une part après, d'où l'intérêt également justement un petit peu de tout ton parcours, tes recherches, etc., tout ce que tu as pu voir et apprendre, j'imagine. C'est que toutes ces interactions, la négociation, etc., ça passe par une phase de réflexion qui, d'un certain moment, va être liée aux émotions qu'on peut avoir sur toute cette partie irrationnelle, en quelque sorte, et c'est pas forcément que le cerveau rationnel, celui qui réfléchit, ou la partie consciente, ça va être la partie vraiment inconsciente qui va faire en sorte, in fine, de trouver et peut-être de passer à l'action sur cette dernière étape de la négociation entre les uns et les autres. C'est ça, il y a une partie émotionnelle, il y a une partie archaïque parce qu'il faut passer la barrière du reptilien quand même. Il faut pas que tu sois ennuyant. Donc il faut pour passer le reptilien va être le premier prisme qui va t'accepter ou te rejeter. Si tu es perçu comme un danger, qui est vraiment l'émotion primaire, ça va se fermer. Et donc un danger, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il comprend pas, c'est quelque chose qu'il va percevoir comme une menace. Il va se fermer. Or, pour passer cette barrière du reptilien, il faut qu'on soit quelque chose qui soit nouveau, sans que ça soit trop nouveau, trop une zone de danger. Il faut qu'il y ait cette notion d'appétence. Ah, une opportunité. Ah, il y a quelque chose. Là, le reptilien, il fait bon, c'est pas un danger. L'autre ne se positionne pas comme un adversaire, donc je laisse une chance au produit. Et là, j'écoute. Et là, tu as effectivement une partie qui est plutôt émotionnelle, limbique, une partie qui est plutôt analytique. Les deux vont essayer de naviguer ensemble. Les gens ont toujours l'impression euh, que c'est la partie rationnelle qui prend la décision, mais dans les faits, c'est peu le cas. On sait que c'est plutôt la partie émotionnelle. Qu'on va essayer après de légitimer, on va essayer de diminuer, en fait, si tu veux, ce qu'on appelle notre dissonance à travers le fait de rationaliser le propos. Mais c'est la partie émotionnelle qui prend le dessus. Mais il faut voir ça comme, si tu veux, les conducteurs, les cornacs, tu vois, les conducteurs d'éléphants. L'éléphant fait plusieurs tonnes, et puis tu as un petit cornac là qui fait 50 kilos tout trempé, qui joue avec les oreilles de l'éléphant, et tu as l'impression que c'est lui qui donne la direction de l'éléphant. Bah, c'est un peu la même chose, ton cerveau. C'est que le cornac qui fait 50 kilos tout trempé, bah, c'est ta partie rationnelle. En fait, celui qui prend vraiment les décisions, c'est l'éléphant, quoi. Il y va derrière, tu vois. Et s'il n'a pas envie, il le fera pas. Super belle image. Comment, pour continuer là-dessus, comment quelques outils, tu dis que quelles que soient entre guillemets les formes de négociation, avec qui, etc., il y a des schémas en tout cas, notamment via cette méthode, qui permettent de trouver peut-être des bons accords, en tout cas de bien mener des bonnes négociations. Il y a des schémas
de pensée, etc., qui se répètent. Quelles sont peut-être des techniques, je ne sais pas si c'est le bon terme, le bon propos, mais un peu universelles. Donc, tu as évoqué cette prise de conscience sur on fait les choses par bénéfice, la volonté de créer cette première atmosphère, et derrière, comment mener une négociation partie de ce postulat pour aller un petit peu plus loin. Déjà, avant de la mener, il va falloir s'y préparer. On se rend compte que d'une certaine manière, la préparation, elle permet le succès. On en revient à ce cerveau tout à l'heure, qui était, on disait qu'il y a la partie qui est plutôt intuitive. On a une partie qui est analytique, une partie qui est intuitive. Or, on sait, la recherche a montré que notre intuition n'a aucune raison logique d'être exacte. Même si de temps en temps, tu auras bon. C'est-à-dire que si tu reposes ta négociation que sur une intuition, t'as pas fait ton travail en amont de regarder les prix, de regarder l'interlocuteur qui est en face de toi, tu prends le risque de passer à côté de ta négo. Je te donne un exemple très simple. Si je te dis, une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10 €. Une raquette et une balle de tennis coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Ça, tu l'avais évoqué, il me semble, dans le TEDx. Ouais. Et ça va me demander une réflexion parce que sur le moment, je m'étais fait la réflexion fausse. Alors, la raquette et la balle de tennis coûtent 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. En fait, la balle coûte 5 centimes. Et la raquette coûte 1 € de plus que 5 centimes, c'est-à-dire 1,05 €. 1,05 € et 0,5, 1,10 €. Exactement. C'est X plus Y égale 1,1. Mais en fait, c'est un piège pour notre cerveau. Parce que si je voulais que tu es bon, ça te demanderait 3 choses. Du temps pour ton cerveau, de l'énergie, c'est-à-dire que de l'énergie intellectuelle, hein, si je te prends avec 3 heures du mat, sortie de boîte, manque de sommeil, c'est plus compliqué. Donc du temps, de l'énergie et de la motivation. Parce que si je te demande 17 fois 24 tout de suite, Ismaël, il y a de grandes chances que tu me dises ouais, enfin bon, je sais pas. Maintenant, si je te dis 17 fois 24, je te laisse 5 minutes et c'est 5 000 € à la clé, je suis sûr que tu prends ton téléphone portable et que tu fais la multiplication. Ouais, bien sûr, même sans téléphone, je vais trouver le... Voilà, tu vas poser sur la feuille, voilà. Donc en fait, il y a beaucoup de négociations où quand tu prends pas le temps, l'énergie, la motivation, tu as une autre partie de ton cerveau qui se met en route, qui est une partie intuitive. Et lui, en fait, il a pas envie de réfléchir, mais pendant des millénaires, ça nous a sauvé la vie. Je vois un serpent, je recule. Je vois de l'eau, je sais pas nager, je m'en éloigne. Il y a du feu, je m'éloigne. Je fais mes lacets le matin, ça me demande pas de charge cognitive. Je sais le faire. C'est intuitif. C'est exactement ça. Les deux cohabitent très bien ensemble, mais si je prends des décisions qui sont totalement intuitives, c'est compliqué. On revient sur cette notion de bien immobilier. Si je visite un bien immobilier, mais que j'ai pas fait un travail en amont de savoir quels sont les prix du marché, est-ce que c'est une zone inondable, pas inondable, tu vois, c'est stupide. Hein. Moi, j'ai failli acheter un bien un jour qui était en zone inondable. Forcément, c'est plus compliqué. Bien sûr. Oui. Est-ce que c'est la même valeur du bien? Je sais pas dire. Est-ce que il y a eu beaucoup de propriétaires ces derniers temps? Est-ce que c'est un bien qui au contraire a un gros potentiel de travaux? Alors je me dis ok, il y a beaucoup de travaux. Si c'est pas mon métier, je fais pas ça au doigt mouillé. Je me dis pas ouais, bon, il y a pour 20 000 € de travaux. Non, je dépasse mon intuition et je fais appel à un expert qui me dira non, mais ça en fait c'est pas si grave, il y en aura peut-être que pour 15 000. Et puis tu auras peut-être quelqu'un qui dit oh non, mais surtout n'achetez pas ça, vous plaisantez. Vous avez vu là tous les travaux, alors c'est pas apparent, mais ça et ça, il faut le changer. Quand vous allez changer ça, il y a la toiture. Et là, c'est 50 000 €. Si tu avais été juste sur une notion intuitive, ça t'aurait coûté cher. Donc première étape de la négociation, pour bien négocier, c'est de se préparer. Et on va se préparer sur 4 dimensions, qui sont problème, personne, processus et pensée. Pensée, je commence par ça, c'est mon état d'esprit. Il faut que j'ai le bon mindset pour négocier. Si j'ai pas envie de négocier ou pas envie d'avoir un accord, il y a de grandes chances que j'y ai pas. Pas d'accord. Si je rentre dans mon processus de négociation avec un mindset qui est surconfiance en moi, il y a de grandes chances que cette surconfiance, elle me ferme des portes, ou que je passe à côté de la négo. Mais le trop plein de doutes n'est pas bon. Parce que j'avance pas. Mais j'ai besoin de douter pour comprendre, si tu veux, mon référentiel, pour questionner. Donc en fait, je dois trouver ce juste milieu entre la confiance, le doute. Une question d'équilibre. Exactement. Mais regarde, pareil, si je rentre dans un processus de négociation et que je doute, je te vends quelque chose, toi, tu vas le sentir, cette notion de doute inconsciemment. Qu'est-ce que tu fais quand tu es face à quelqu'un qui doute? Tu vas lui émettre davantage d'objections. Ah, mais je suis pas très sûr de ça. Ah, j'hésite. Ah, je sais pas. C'est tes neurones miroirs qui fonctionnent. Et donc, je vais me retrouver, parce que je suis dans un processus de doute, avec plus d'objections. Ça va être plus compliqué pour moi de closer. Maintenant, si je rentre dans le processus de négociation,
avec un surplus de confiance. Non mais Ismaël, il faut signer aujourd'hui, hein. C'est à prendre ou c'est à laisser, c'est une super opportunité. Mais vas-y, trop confiance en moi. Mais qu'est-ce que ça génère? Neurone miroir en face de toi, résistance, trop plein d'objections. Ah non mais c'est peut-être pas le bon moment, mais il faut que j'en parle avec ma femme. Ah mais je sais pas, bon, il faudrait que je regarde un autre bien. Et donc je dois trouver cette neutralité émotionnelle sur mon mindset, sur mon état d'esprit. Après, j'ai 3 dimensions qui sont un peu plus classiques, qui sont le problème, c'est-à-dire de quoi on parle. C'est quoi l'enjeu de la négociation? Combien est-ce que je veux? Quel est le maximum que je suis prêt à concéder? Qu'est-ce que l'autre Mhm. souhaite? Quel est son prix de réserve? Quel est mon prix de réserve? Quels sont les autres critères qu'on peut mettre dans l'équation de la décision? Qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'accord, tu vois? Je vais travailler sur mes alternatives. Plus j'ai des alternatives fortes, plus je vais avoir de pouvoir. Je vais visiter plusieurs biens. Ou le vendeur d'un bien immobilier va avoir plusieurs personnes en face de lui. Bon. Donc j'ai mon mindset, pensée, problème. Après, j'ai les personnes qui est en face de moi. Est-ce qu'il y a un historique sur notre relation? Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'il y a des différences culturelles auxquelles je dois me préparer? Est-ce que, tu vois, j'étais avec... on a interviewé il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui est incroyable, qui a eu un parcours, qui a négocié avec les talibans, qui a négocié en Somalie, qui a travaillé pour la Croix-Rouge. Et là, la différence culturelle, elle est importante. Parce que quand tu négocies avec des talibans, par exemple, c'est pas qu'une question de... Donc il a négocié en 96, au tout début. C'est pas qu'une question de langue, de savoir si tu es capable de parler. C'est qu'il faut que tu aies un interprète. De culture. Et oui, il faut que tu aies un interprète qui te fasse toucher du bout du doigt la culture, c'est-à-dire l'autre. Donc c'est pas qu'une question de langue. Donc tu as le problème, la personne, et puis après tu as le processus. Donc comment est-ce qu'on va se mettre d'accord? Est-ce que c'est plusieurs rendez-vous? Est-ce que c'est en visio? Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce que je fais une proposition? Est-ce que si je suis sur une dimension commerciale, j'y vais avec une tablette, avec une présentation? Est-ce que je me suis préparé en amont à avoir un chargeur, à anticiper le fait qu'il pouvait y avoir des grèves, etc. Voilà. Hmm. Est-ce que c'est autour de table? Est-ce que c'est un truc diplomatique? Est-ce qu'il y a des protocoles? Voilà. Ou tout simplement, est-ce que je négocie pas? Et écoute, Ismaël, on va faire un bras de fer pour savoir ce qu'on fait ces vacances. Ou à pile ou face. Ou on va parler de justice étatique. On va faire, je vais porter plainte. Donc voilà, je ne veux pas négocier. Je porte plainte. On ira en justice. Ou je fais appel à de l'arbitrage, à de la médiation. Ou celui qui boit sa bière la plus rapidement. Voilà, je sais pas. Le processus pour trouver un accord. C'est les 4 dimensions. D'accord. La pensée, le problème, Ouais. les personnes et donc après définir le process. Ok. C'est ça. Mais c'est important de garder en tête qu'il y a vraiment cette 4e dimension qui est la pensée. Parce que, tu vois, au-delà de la technique, ça c'est vraiment important. La technique, elle n'est pas importante d'une certaine manière. Elle est bien quand elle est présente. Mais il vaut mieux avoir le bon état d'esprit, de bien comprendre ce qu'est la négociation et d'être techniquement moins adroit. Mhm. Vous aurez toujours plus de résultats que d'être techniquement très adroit, mais avec le mauvais état d'esprit. Parce que là, vous allez passer pour un manipulateur, pour une personne pas fiable. Et tout à l'heure, on parlait d'émotion. Et ben, typiquement, vous aurez en face de vous quelqu'un qui vous dira, écoute, tout est carré, mais je le sens pas, ce mec. Il y a un truc qui est louche. Je sens qu'il veut nous filouter. Et c'est aussi la limite de la technique, d'ailleurs. C'est que la négociation, chaque négociation est unique. Il y a une unicité de temps, de lieu, d'action et de personne, comme au théâtre. Et donc, se dire, la technique que je vais te partager, Ismaël, elle fonctionnera aujourd'hui, demain et après-demain. Et puis elle fonctionnera pour toi et ta femme. Ça n'a pas de sens. Je suis même pas sûr qu'elle fonctionne pour toi demain, si elle fonctionne aujourd'hui, parce que ça va dépendre de l'autre, de l'interaction, de la situation, du moment opportun, etc. Et donc, en fait, dans la négociation, j'ai besoin de cette intelligence et de cette agilité pour perpétuellement m'adapter à l'autre, avec l'état d'esprit. Intelligence, j'entends dans le sens agilité, hein, c'est pas... Bien sûr. Ouais, voilà. Super intéressant. Donc chaque négociation est unique et il n'y a pas de, en quelque sorte, il n'y a pas de recette miracle. Ça, bon après ça se saurait hein, depuis des millénaires. Il y a des points de passage, voilà, mais il y a pas de recette miracle. Et tu vois, je te donne un truc simple. Alors, je sais pas chez vous, chez les pompiers, si vous l'utilisez, mais en tout cas, l'armée, les forces spéciales, le GI, le RAID sont formés à ça. Sur les TOP, c'est ce qu'on appelle les techniques d'optimisation de potentiel. C'est de la préparation mentale avant une intervention. Et nous, c'est quelque chose qu'on utilise dans le monde de l'entreprise. Mais comme les sportifs de haut niveau, tu vois, de Formule 1 qui visionnent, et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va travailler toute une gestion du stress en amont, la programmation mentale de la réussite, hyperstress, hypostress, cohérence cardiaque et tout ça, pour au moment où tu vas rentrer dans l'action, tu sois la meilleure version de toi-même, tu sois présent au rendez-vous. Ok, ouais.
Et ça, c'est une préparation qui est mentale. Pour booster ce premier process de la pensée, donc se fait avec ce travail mental. Bah oui, mais imagine que toi, tu te sois entraîné toute ta vie pour une intervention de pompier, et puis tu arrives sur une intervention, tu frises. Et pourtant, tu as toutes les capacités techniques, physiques, parce que tu t'es entraîné, mais c'est ton cerveau qui prend le dessus. Oui, bien sûr. Or, si tu t'es visualisé quand, je sais pas, je veux dire, une personne, un suicidaire, ou tu t'es visualisé sur un feu en disant, bah voilà, je vais rentrer par là, je vais avoir tel type de réaction en face de moi, s'il y a ça, je fais ça, s'il y a ça, je fais ça, derrière, je sais que j'ai un binôme derrière moi, où je suis protégé de telle manière. Donc tu travailles mentalement ton sujet. Et ce qui fait que tu vas apporter des réponses à des questions qui n'ont pas eu encore lieu. Mais si elles arrivent, tu seras moins dans le côté intuitif. Oui, tout à fait. Et donc cette préparation mentale, elle est extrêmement importante parce que tu peux avoir le meilleur des négociateurs ou la meilleure des personnes, tu peux avoir un effet de sidération quand tu as des enjeux qui sont très importants et donc elle nous permet de passer outre. De passer outre, d'être préparé, de garder ce qu'on appelle peut-être en quelque sorte son sang-froid aussi. Ouais, exactement. Dans des situations un petit peu complexes. Sur cette méthode Célia, si tu peux prendre encore quelques minutes, peut-être, Julien, pour développer un petit peu, j'imagine que c'est ce que tu enseignes en quelque sorte, cette méthode Célia. On l'a évoqué en d'autres termes là au long de cet épisode. Tu parlais de la confiance, d'instaurer le lien, etc. Ça reprend un petit peu ces bases-là. Est-ce que tu peux juste, une fois qu'on a fait tout ce beau préambule là sur la négociation, développer un petit peu ça? Ouais, bah, en fait, CELIA, c'est un acronyme sur un référentiel en 5 étapes. Le premier, c'est le C, c'est la phase de connexion. Donc, c'est vraiment toute cette partie de préparation en amont avec les premiers instants où tu montes au feu, voilà, pour faire la métaphore. Après, il y a une phase, c'est le E de CELIA, c'est une phase d'écoute. C'est une phase d'écoute tactique qui va nous permettre cette création du lien et d'aller chercher davantage d'informations. Donc là, on a plein d'outils qui nous permettent, si tu veux, de passer de ta structure de surface dans la conversation à la structure profonde. La grande idée, si tu veux, c'est que dans la négociation, il faut passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. Si je veux créer ce lien, si je veux... D'ailleurs, c'est le plus petit dénominateur commun, hein, c'est je dois écouter et comprendre dans un premier temps. Ça sert à rien d'argumenter, ça sert à rien de convaincre. Convaincre, c'est vaincre, et con, c'est ce préfixe intensif qui veut dire de manière plus importante. Donc en fait, vous expliquez à l'autre qu'il a tort et que vous avez raison. Et l'autre, il vous écoute pour non pas pour comprendre votre propos, mais pour répondre. Avec bon, ok, finis ta phrase, 2 secondes Ismaël, je vais te dire pourquoi moi j'ai raison et pourquoi toi t'as tort. Donc là, oui, vous pouvez avoir un accord, une fois de plus, mais vous n'aurez pas le meilleur accord possible. Ouais, on le voit beaucoup peut-être chez les politiques, ce que tu exprimes. Je me permets de faire cet aparté, mais dans les débats politiques, des fois stériles, on le voit beaucoup, cette image d'essayer de convaincre. Ouais, alors c'est différent parce que tu vois, c'est de l'art oratoire, c'est de la rhétorique. Ils ont aucune volonté de convaincre l'autre, ils ont une volonté de convaincre l'audimat, c'est-à-dire les gens qui les écoutent. Et donc en fait, bon, là c'est du one man show avec énormément de sophismes, c'est-à-dire des raisonnements qui sont fallacieux. Enfin c'est un côté très tribun pour le coup. C'est quand même assez différent. Mais là, le truc, c'est que j'ai besoin de prendre en considération ta parole, donc j'ai besoin derrière cette attente que tu vas m'exprimer, comprendre ton besoin. Tu vois ? Ok. Donc c'est la deuxième phase, c'est la phase d'écoute active. Après, la troisième, c'est travailler la confiance, libérer la confiance, qui a lieu en même temps que l'écoute. Pourquoi la confiance ? Parce que la confiance, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On n'a pas besoin de faire confiance pour négocier. On n'a pas besoin d'avoir confiance pour avoir un accord. Ça, c'est la réalité. Les gens vous diront dans les livres de management, oui, non, mais la confiance est indispensable. Non, c'est faux. C'est pas obligatoire. Prenez un exemple tout simple. Prenez la Chine et les États-Unis. Ce sont les 2 pays qui commercent le plus au monde en valeur et en volume. Est-ce que les Chinois ont confiance dans les Américains et inversement ? Non. Et puis quand on n'a pas confiance, on escalade avec le contrat. Le contrat permet de restaurer une confiance qu'on pourrait ne pas avoir. C'est pas un problème. Non. La confiance, par contre, elle est importante si on veut chercher de la performance. Si on veut faire plus avec moins. Et je pense que c'est quelque chose qui est omniprésent chez les sapeurs-pompiers quand vous vous entraînez. Alors moi, sur mon petit référentiel que je côtoie davantage, qui sont les forces spéciales ou certaines unités d'intervention, c'est cette confiance qui leur permet à peu nombreux d'aller chercher une performance incroyable. Donc la confiance, quand elle est présente, elle permet de sortir d'une certaine manière d'impasse ou d'accords moins disants pour aller chercher des optimums. Et si on regarde la théorie des jeux,
La confiance nous permet de sortir de l'équilibre de Nash pour aller sur cet optimum de Pareto, si on en croit Robert Axelrod. Et d'ailleurs, dans la stratégie des jeux, du DM du prisonnier, la meilleure stratégie, donc sur plus de soixantaine qui a été faite par Robert Axelrod, on est dans les années 60, c'est la stratégie du win-win. Mais c'est pas gagnant-gagnant, comme ça a été repris par Yuri et Fischer. C'est donnant-donnant. Et c'est ça le but de la négociation. C'est pas gagnant-gagnant, c'est donnant-donnant. Donc pour revenir sur cette expression. Donc je vais avoir en parallèle de ma phase E et L de Célia, donc écoute et confiance en même temps. Et seulement ma quatrième étape, j'arrive sur des dynamiques d'influence ou d'argumentation si besoin. L'argumentation, en fait, c'est je vais apporter des arguments sur des critères objectifs, c'est-à-dire votre maison, elle vaut tant parce que le prix du mètre carré dans cette rue est tant, ou votre voiture vaut tant, ou ce projet il vaut tant parce qu'il y a tant de jours hommes avec tant de managers, tant de partenaires, tant d'associés, ou la fusion-acquisition de cette entreprise, on a calculé c'est 3 fois les bidas sur ce type de structure assez récente, ou notre levée de fonds en série A, série B, c'est ça, bon voilà. C'est des critères objectifs. On va chercher à s'appuyer sur des critères qui sont partagés de tous et qui sont souvent sujet à discussion. Soit on fait ça, soit on va rentrer sur des dynamiques d'influence, c'est-à-dire que le but c'est de créer une faille, une brèche, nous dit Kahneman, c'est-à-dire une dissonance cognitive. C'est-à-dire que tu as un interlocuteur qui se dit moi je vois les choses de telle manière, et puis dans notre attitude, dans notre questionnement, on va créer cette dissonance. On va lui proposer un autre champ des possibles. Et si ce champ des possibles, il fait sens dans son référentiel, eh ben, je vais avoir du pouvoir. Donc, comme ça, une structure, voilà, avec une méthodologie chronologique, en quelque sorte. Une méthode de conduite de mégo. Ouais, exactement. Super intéressant ce que Julien cite, je pense, hein, je me permets, tu me diras si je me trompe, mais le docteur Kahneman, qui a fait des études, qui étaient prix Nobel, notamment, si je dis pas de bêtises, ça devait être au début des années 2000. 2001, 2002. Et donc voilà, tu t'appuies sur des travaux comme ceux-là également, etc., pour développer, voilà, développer cette méthode. Donc Célia, connecter, écouter. Ensuite, libérer la confiance. Donc c'est pas obligatoire, mais ça permet de venir booster en quelque sorte, d'avoir voilà des performances un peu plus élevées, hein, plus importantes. Voilà, après inviter au changement et puis accompagner vers l'accord. Accompagner vers l'accord. Si tu sécurises de manière pérenne ta relation, ton qui, quoi, où, quand, comment, tu fais en sorte qu'entre ce que tu penses, ce que tu dis, ce que l'autre entend, comprend, retient, il n'y ait pas trop de déperdition, que tout le monde soit aligné, pas trop de flou artistique et juridique, et tu finis sur une notion de happy ending, vraiment parce que c'est important qu'on finisse sur cette relation et faire en sorte qu'elle soit préservée, parce qu'on est sur un infinite game et je suis pas à l'abri que demain je dois renégocier avec toi, je suis pas à l'abri que je t'ai acheté la maison et qu'on finisse sur une belle façon et puis que je me rencontre 2 ans après que j'ai un problème, je sais plus trop quoi, et si j'ai besoin d'informations, c'est plus simple. Si je peux te demander quel est le dernier artisan qui a fait ça, ou comment est-ce que vous faisiez sur la fosse septique, ou d'ailleurs j'ai un bout de terrain, le voisin me dit que c'est à vous, mais que c'est à moi, et puis on a regardé, c'est pas précisé chez le notaire, bon. C'était quoi l'historique? Est-ce que vous avez des papiers supplémentaires? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire que même sur des choses comme ça où tu as l'impression qu'on a une temporalité qui est courte, c'est important que la relation soit au moins aussi bonne. Je vais te donner un truc tout simple. Ma femme a vendu sa voiture il n'y a pas très longtemps. Enfin, elle a vendu, elle m'a demandé de la vendre pour elle. Et tu vois, c'est typiquement la vente où tu pourrais dire c'est une relation one shot. Une fois que j'ai vendu et signé le papier, bon bah terminé, bonsoir. Terminé, je veux plus vous revoir et puis j'ai ri dans vos dos. Je vous ai eu. Non, bah, là pour le coup, on a eu pas mal de monde qui a regardé le véhicule, qui nous a contacté, et puis on a une personne qui était vraiment, c'était son achat de première voiture. Elle était très agréable et on a fait en sorte de vraiment avoir la meilleure relation. On lui a laissé le plein, on a été totalement transparent, et on l'a aidé sur un petit truc. Au final, c'était la vente, elle avait lieu il y a 1 mois et demi. Je sais pas pourquoi, raison X ou Y, ça tombe au moment des fêtes, la fin d'année qui est chargée. Ma femme a perdu le papier de cession du véhicule. Le truc est quand même assez ennuyeux. Si tu avais fait ton one shot, comment tu fais pour le récupérer ce papier? C'est compliqué. L'autre, jamais de la vie. Là, ça veut dire qu'elle est encore engagée avec son assurance, que son assurance lui demande des papiers qu'elle pourrait pas avoir. Ok, c'est de notre faute de l'avoir perdu, mais le fait est qu'on l'a pas. Eh ben, elle a envoyé, mais c'est la semaine dernière, elle a envoyé un message.
Bonjour, je vous souhaite une bonne année. Je suis vraiment désolé. Je voulais savoir, j'ai perdu le papier. Est-ce que vous pourriez m'envoyer une copie ou nous justifier? Je vous envoie un truc. Pas de problème. Et ça a été fait en 24 heures. Exactement, ouais, super. Le fait d'avoir Et oui, c'est tenu génial. une bonne négociation, voilà, auparavant, ben, ça a pu servir après. On Oui, ne sait jamais de quoi demain est fait. Et exactement. notamment, notamment, ça me fait rebondir. On l'évoquait avec Sébastien Tedesco sur faut-il ou non vendre sa maison ou acheter avec un agent immobilier. Hein. Et pour toutes les personnes, les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui eux sont d'une certaine façon dans l'investissement, dans l'épargne, etc. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux vont être confrontés au moins une fois, certainement plus, à Hein. des ventes de biens immobiliers. Et donc justement, ça peut être intéressant de travailler sur le long terme avec les personnes. Et donc au contraire, tous ces bons préceptes que tu as évoqués sur la négociation, en tout cas avec le fait d'être dans l'écoute, dans la confiance, etc., dans le respect, ça va permettre d'aider pour éventuellement même le coup d'après. Et là, c'est super intéressant de se dire, voyons un petit peu plus loin que le seul coup du moment où je vais négocier, voilà, ou avec ma femme pour manger ce plat de poisson ou de haricots. Je sais pas pourquoi je reste là-dessus. Tu veux qu'on en parle? J'adore la viande en plus, hein, mais peu importe. Et, euh, et du coup, ouais, c'est vrai il faut voir peut-être les relations sur le long terme. Et au final, tout est une question de négociation dans les Ouais, et puis relations. ça t'apporte de la sérénité aussi, parce que euh, faire des négociations où tu es toujours dans ta zone euh, euh, limite avant l'agressivité, la violence, où tu as des rapports qui sont très humains pour les gens qui vont générer et gérer beaucoup de stress, ça peut les empêcher de dormir, ça peut avoir des effets sur la santé. Enfin, mine de rien, on voit il y a beaucoup de plus en plus d'ailleurs de risques psychosociaux, de burn-out dans le monde de l'entreprise, du travail, parce que c'est des gens qui sont dans des interactions conflictuelles H24 avec un patron Hmm. qui est extrêmement difficile, ou eux qui ont créé les conditions de ça, ou qui sont patrons et qui managent de façon très archaïque, très violente. Ouais, mais sauf que ça, on vieillit mal. On vieillit mal au bout d'un moment. Aussi de façon encore très égoïste. C'est-à-dire que finir sur des émotions positives, d'endorphine, de dopamine, de sérotonine, c'est toujours plus agréable que de finir une interaction où tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir démonté l'autre, parce que tu as de la rancœur, ça vient te ronger de l'intérieur, et puis parce que tu vieilliras moins bien, c'est sûr. Donc dans tous les cas, il faut savoir voilà, écouter l'autre, même si on a des modes de pensée peut-être différents de base ou une culture, etc. Et voilà, il faut savoir se mettre à la place de l'autre pour apaiser le truc, quoi. Oui, alors c'est pas se mettre à la place de l'autre. C'est comprendre l'autre. Oui, Je me mets pas à sa place. Mais oui, mais de toute façon, négocier ne veut pas dire céder. Écouter ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi. C'est que je prends en considération ta parole. Et j'accepte le fait qu'on soit différent. Et j'accepte le fait, je te donne l'exemple que Erwan m'avait donné, donc qui avait négocié avec les talibans mhm, avant, enfin, en 96. Et donc il négocie avec des gens il était pour la Croix-Rouge, donc il donnait des soins pour des prisonniers. Donc il était face à des tortionnaires. Les tortionnaires, c'est des gens qui pratiquaient la torture. Et lui, son premier propos, c'est de dire, écoutez, j'aurais pas de jugement de valeur sur qui vous êtes. Parce que je suis pas à l'abri que si on avait kidnappé mes enfants, qu'on leur avait fait ce que vous avez rencontré dans votre vie, je serais peut-être pas à votre place. Je suis pas d'accord avec ce que vous faites. Je le condamne d'une certaine manière, mais j'entends qu'on puisse avoir un regard qui est différent. Et ça, c'est fort. Et quand tu négocies, tu dis pas que tu es d'accord avec l'autre, tu l'acceptes. Je t'accepte, mais je suis pas d'accord avec toi. mhm. Et après, on va travailler. C'est pour ça, quand tu vois cet adage que de dire certains pays, on ne négocie pas avec des terroristes, c'est une connerie. Il n'y a aucun pays au monde qui ne négocie pas avec des terroristes, ça n'existe pas. Tu peux accepter de refuser de payer, mais tu négocies forcément. Tu as forcément la prise de contact, le dialogue, d'essayer de trouver des solutions alternatives. Après, tu peux avoir une politique qui est de dire on ne paiera pas les rançons. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'amalgame, on ne négocie pas, c'est pas vrai. Super intéressant. Dans quel domaine de la vie tu penses qu'on négocie le plus? Je pense qu'on négocie tous tout le temps. Tu vois, il y a le Carnegie Institute of Technology qui disait, qui avait fait montrer une étude que 85% du succès professionnel d'une personne est lié à la capacité à écouter, communiquer, négocier. Et ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 15% de notre succès pro qui est lié à notre expertise métier.
Donc pour moi, à partir du moment où tu vis pas dans une grotte, tu es en interaction avec d'autres personnes, tu es dans un process de négo. Tu vois, donc on négocie tous au quotidien. Ouais, super. Bah, écoute, en tout cas, Julien, merci pour tout ça, pour toutes ces explications. Avec grand plaisir. J'adore ton concept de donnant-donnant plutôt que gagnant-gagnant. Mmh. J'y réfléchirai un peu plus pour la prochaine fois, en tout cas en termes de sémantique, mais c'est vrai que c'est intéressant. On retrouve encore une fois, donc tu as tes accompagnements. Là, tu es sur une masterclass importante. Donc là, on enregistre en janvier, mais qui devrait intervenir au courant début de l'été, fin du printemps. On ouvrira les inscriptions, je pense, le 1er février. On va faire la première masterclass totalement intensive sur la négo qui aura lieu entre le 29 juin et le 3 juillet. 5 jours pour transformer les gens sur la négociation dans un cadre assez somptueux, puisqu'on sera du côté de Chantilly, dans un resort all-inclusive. Et en fait, sur ces 5 jours, on a un programme de malade, parce qu'on a 9 des plus grands experts en France sur le sujet. On aura de la négociation d'influence, on va avoir de la négociation de crise, on va avoir toute une partie sur la gestion du stress et la préparation mentale. On va avoir une partie sur la partie convaincre à l'oral avec une des stars du barreau, la référence française du sujet sur l'art oratoire. On va avoir une partie sur comment tu mènes des conversations difficiles, comment est-ce que tu abordes des sujets qui fâchent avec quelqu'un quand tu as besoin de les mener. On aura toute une partie mentalisme et biais cognitifs, comment est-ce que ton cerveau perçoit l'environnement et comment est-ce que tu peux passer outre ces biais cognitifs. On va avoir de la psychologie de la détection du mensonge avec la nouvelle référence du sujet en France. On va avoir toute une conférence sur la lecture comportementale. On va avoir des anciens d'unités d'intervention, un ancien du RAID notamment, qui nous aidera sur une partie négociation de crise où on va mettre les gens dans des situations assez inconfortables pour qu'ils puissent sortir de leur zone de confort. C'est la première fois que ça existe en France, ça. En plus, c'est certifiant, c'est reconnu par l'État, ça peut être pris en charge par les OPCO ou peut-être une partie par le CPF. Non, si les gens veulent se métamorphoser sur une formation qui est tout sauf du PowerPoint comme à l'université, mais où ils vont pratiquer, ils vont tester et éprouver la négociation. On ouvre à partir du 1er février. Bon, par contre, il y aura un nombre de places limité, ça sera sur candidature, parce qu'on ne pourra pas se permettre de prendre tout le monde. Mais oui, rejoignez-nous sur négociation-global.com, ça vous permettra de suivre l'actualité, ou sur Julien Pellabert sur LinkedIn. Voilà. Mais on a une criminologue, ouais. On a 9 des plus grands experts en France. Donc chef d'entreprise, top management. Si vous cherchez la formation, je pense pour le coup qui va être la plus transformante, il y aura un avant et un après. Vous vous en souviendrez. Super, bah écoute, avec grand plaisir, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, donc la crème de la crème qui est réunie là sur 5 jours en présentiel, Ah ouais. dans un cadre magnifique pour voilà, vraiment passer l'étape supérieure sur la négociation et tous les aspects psychologiques. Ouais, et puis enfin on sera à huis clos, c'est ça, on va être à huis clos, on va brainstormer tous les jours, il y aura 7-8 heures de formation ou en action, il y aura une conférence le soir, il y aura un dîner où on pourra échanger avec l'intervenant, et puis derrière du networking. Enfin l'idée, c'est de vraiment faire la masterclass référence sur le sujet. Super, bah félicitations en tout cas, ça va donner à n'en pas douter. Merci beaucoup Ismaël. Pour celles et ceux qui seraient éventuellement pas disponibles, ou alors on l'a vu que c'est sur candidature, etc. En tout cas, pour tout le monde, il y a également ton livre qui est disponible, Oui. La négociation d'influence aussi, où on y retrouve justement cette méthode Célia notamment, mais pas que, qui est à l'intérieur. Ouais. Donc avec plaisir pour mettre ça également dans les notes de l'épisode. Tu es en train de sortir aussi un petit jeu de cartes dans le même temps. J'en profite en live. Il me semble que tu as un petit passé aussi de magicien. Alors je sais pas si c'est de passé, si c'est d'actualité. Ça me fait penser à ça en te voyant avec ton jeu de cartes à l'instant. Je sais pas s'il y avait une raison, si tu voulais montrer quelque chose, un jeu, un tour. Non, c'est juste que c'est inconscient, c'est comme un doudou, tu vois, je l'ai dans les mains sur certaines conversations. Ça, non, mais oui, non, il y a une passion à la base pour ça. Alors les auditeurs le verront pas, mais derrière moi, j'ai un tableau avec écrit Abracadabra. J'ai découvert la magie et le mentalisme très tôt, hein, la façon dont le cerveau prend des décisions et perçoit la réalité. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a amené vers la négociation, quoi. C'est toujours une question de dissonance visuelle ou cognitive, mais c'est toujours ce qui m'a fasciné, c'est comment est-ce qu'on est amené à prendre des décisions. Donc c'est le petit lien. Super.
Pour finir, je t'ai demandé en préparant cette émission, si tu avais peut-être une citation, un mantra, quelque chose que tu te répètes un petit peu assez souvent, en tout cas que tu pourrais faire partager aux auditeurs, auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent, que ce soit sur la négociation ou sur autre chose. Bah, en fait, ce mantra, il est plus large que la négociation, mais c'est qui ose gagne. C'est-à-dire que se mettre dans l'action, faire, tester, c'est forcément gagner, sortir de sa zone de confort, d'apprentissage, si on fait rien, on risque pas d'avoir grand-chose, quoi. Donc qui ose gagne, très clairement. On pourrait également dire, pour négocier, déjà la première étape, c'est oser peut-être demander, oser faire le premier pas, oser y aller, quoi. Je reste sur une petite phrase, mais qu'on répète à longueur de journée à nos enfants, qui ne demande rien, N'a rien. n'a rien. Et en négociation, c'est encore plus vrai. Si vous demandez pas, vous risquez pas d'obtenir. Donc en négociation, il faut oser demander. Et oser demander, le terme est complètement juste. Ismaël, merci pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander. Puis il y a beaucoup de parents qui, malheureusement, où on a connu ça, nous, dans notre enfance, vont punir le comportement de l'enfant quand il demande. Bah, si t'avais pas demandé le bonbon à la boulangerie, je te l'aurais offert. C'est une aberration. Parce qu'on vit dans une société qui ne donne rien gratuitement. Et si vous demandez pas, si vous sortez pas de votre zone de confort, vous n'aurez jamais. Et dire ça à des enfants, c'est écrire, c'est programmer les enfants à ce qu'ils ne demandent pas et donc d'une certaine manière qu'ils passent à côté de quelque chose, je pense. Donc non, osez demander. Super, soyons audacieux, voilà, exactement. Bah écoute, merci Julien, ça sera le superbe mot de la fin pour cette émission. Encore une fois, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Je verrai pour refaire un petit résumé, en tout cas, de cette méthode Célia et puis les quatre piliers, commençant par la pensée, le problème, les personnes et puis le processus. Top. Et si les gens veulent aller aussi plus loin, on a créé un parcours de e-learning sur 67 jours avec 12 des plus grands experts de la négo, qui est gratuit avec le compte personnel de formation. Il est gratuit pour les salariés, les indépendants, les chercheurs français, grâce à la réforme professionnelle de la formation jusqu'à avril, ce qui est sûr. Donc il reste encore 3 mois à peu près. Parce qu'à partir d'avril, il y a des choses qui vont changer. Donc si les gens veulent en profiter, c'est peut-être la dernière ligne droite. C'est un parcours de 67 jours qui est certifiant, reconnu par l'État. 67 capsules de vidéos entre 5 et 8 minutes. Donc c'est pas trop exigeant, qu'on peut regarder tous les jours pendant 67 jours. Il y a l'ancien chef de la négo du GIGN, l'ancien chef de la négo du RAID, criminologue, expert en détection du mensonge, il y a de la prépa mentale, il y a de l'art oratoire, il y a une enseignante à Harvard qui a un doctorat aussi à Boston. Enfin voilà, gros parcours. Et profitez-en parce que c'est gratuit pour tous les demandeurs d'emploi indépendants. À partir du moment où on a été salarié, on peut y avoir accès gratuitement avec le compte personnel de formation. Super. Bah écoute, mille merci encore Julien et je te remercie pour cette belle citation aussi et je te laisse si tu veux le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui dès demain vont partir négocier avec leurs conjoints, leurs enfants, la nouvelle voiture, la nouvelle maison ou ce que tu veux. Je te laisse le mot de la fin Julien. Le mot de la fin c'est oser. Oser demander. Déjà formez-vous, essayez d'investir sur vous-même, de lire des livres. Parce qu'on négocie tous au quotidien, mais si vous voulez bien négocier, ça demande de dépasser des fois des réflexes, des comportements qui sont pas toujours adaptés. Donc, formez-vous. Cet investissement de temps, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire. C'est d'investir sur soi, sur de la connaissance, sur de la formation, parce que c'est 1 journée, 2 journées, 5 journées, mais c'est à vie que vous allez pouvoir utiliser ça. Et plus vous le faites tôt, mieux c'est. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, allez-y, échangez, lisez des livres et puis voilà, qui ose gagne. Super, qui ose gagne. Merci Julien, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Ismaël. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!